Nous sommes dans un gouvernement de médiocres. Nous sommes dans une aristocratie de médiocres et qui ont créé eux-mêmes une communauté de pêcheurs. C'est-à-dire que tous ont pris de l'argent dans les caisses de l'État. Le président de la République s'est arrangé à ce que tous aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que ça marche. Attends, vous dites que le président s'est arrangé, que tout le monde... Il s'est arrangé à ce que tous ceux qu'il nomme aient les mains sales. Si vous n'avez pas les mains sales, on ne peut pas vous nommer. C'est comme ça que la République fonctionne. En fait, le président a compris une chose. Il est seul contre tous. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? Alors il utilise les forces de ses ennemis contre eux-mêmes. Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Vous avez dit quoi? Je m'explique. Les médiocres, il les prend, il les met au-dessus des plus méritants. Et c'est les médiocres là qui sont au-dessus des plus méritants qui s'arrangent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et du coup, le président de la République, lui, est tranquille parce qu'en fait, les médiocres font son travail au quotidien. Et s'arrange à ce qu'aucun méritant n'émerge pour régler le problème du président de la République. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette République. Regardez seulement, vous allez voir un individu qui arrive là, il est ministre. La première chose qu'il fait, c'est qu'il commence d'abord à chercher tous les gars de son village qui sont excellents. Il les jette loin de lui. Ensuite, il cherche dans le ministère encore qui a un diplôme le plus élevé ou qui a des excellents états de service. Il le met hors de l'affaire. Il part donc chercher ses amis et il les amène près de lui. C'est comme ça que ça marche. Oui. Je vous prends un simple cas. Vous allez voir par exemple que si vous prenez au ministère des Finances, vous avez par exemple vu, si vous prenez un ministre qui arrive aux finances, laissons les finances, l'économie, les poches comme la direction des investissements, vous savez où il part le chercher, non? On part le chercher quelque part dans un petit village, un petit enseignant là. On sait qu'il ne connaît rien de l'affaire. Il n'est même pas, il n'est rien du tout. On le place là. On sait que quand on lui demandera de décaisser, il va décaisser. Et c'est comme ça que ça marche. Et on lui rappelle en fait que vous n'êtes qu'un petit enseignant de philosophie. Donc vous faites comme vous marchez comme on veut. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a à travailler comme ça dans ce pays. Pour se maintenir, il a utilisé les énergies de ses ennemis contre eux-mêmes. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Les médiocres, c'est eux qui veillent à ce que les plus méritants n'émergent jamais. Et quand vous avez donc étranglé l'ascenseur social, parce que c'est de ça que je veux parler, vous avez étranglé l'ascenseur social, vous arrivez donc à ce que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire que le médiocre qui veut se maintenir, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse déjà toutes les compétences. Et en plus, il veut plaire au parti. C'est ce que disait M. Emilien Tangna tout à l'heure. Il veut plaire au parti. Et pour plaire au parti, il fait comment? Il doit mettre la main dans la caisse. L'argent, il doit sortir des grosses voitures pour aller au village et narguer les plus méritants pour dire. D'ailleurs, on vous dit souvent que tout l'école que vous avez fait là, monsieur, tout ça vous a servi à quoi? Hein? Puisque vous êtes au même endroit et moi je suis ministre. C'est comme ça que ça marche. Et à la fin, on ne travaille pas. Le peuple trinque. Ça fait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social a donc été grippé. A donc été anesthésié. Les fils de cacaoculteurs, les paysans ont entre-temps eu des médecins, ainsi de suite. Ils sont allés plus loin. Comme ils savent que c'est les fils des canards sauvages, c'est-à-dire le peuple ordinaire, qui a maintenant qui a formé des médecins, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous ont même dit la fois dernière qu'on n'intègre plus, non, les produits du CUS. Parce qu'ils savent que c'est eux qui vont les soigner, les fils des pauvres, c'est eux qui vont les soigner. Pourquoi est-ce que les hôpitaux n'ont pas le meilleur plateau? Parce qu'en fait, il ne faut pas que les populations soient en santé. C'est comme ça que ça marche. D'ailleurs, une anecdote dit que Mobutu, notre chef de l'État, dit, mais grand frère, comment on fait pour se maintenir longtemps? On pourrait dire, il faut affamer ton peuple. On a coupé les salaires de tous les fonctionnaires au moins 3 fois, entre 1990 et 2000. Hein? On a coupé tout au moins 3 fois. Ça fait que, finalement, quand vous dites un mec comme nos amis d'en face, là, mon ami Menge, il dit le 26 septembre 2020, allons gréver, mais le gars, il dit, ouais, mon ami, je ne vais pas gréver comment? Puisque mon argent ne suffit même pas pour 15 jours de travail dans le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Les 15 jours, je dois les compléter en allant au travail pour tendre la main à un usager. Vous comprenez? Pour tordre le cou à un usager. Donc, du coup, quand M. Menge vous dit allons gréver, tu dis non, mon frère, c'est un manque à gagner pour mes enfants parce que c'est l'argent de la corruption qui me permet de ramener le pain à la maison. Oui. C'est comme ça que Biya a fait son système. Ça fait que, du coup, les plus médiocres surveillent les méritants. Et l'excellence est morte. Du coup, le peuple trinque. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci. Regardez, vous avez vu par exemple le ministre Garga, en son temps, ministre de la fonction publique, dans les années 90, il dit, à 89, il dit, on vole, on met les mains dans la caisse, le président dit où sont les preuves. Et voilà. Pourtant, le président savait bien qu'il vole. En fait, il était en train d'accumuler les dossiers des uns des autres pour pouvoir s'en sortir. Ce que je vous dis à vous, de dire au président directeur général 3 choses. 1, il est mal accompagné. Il doit virer son conseil fiscal s'il en a. Parce qu'en fait, il y a les éléments de procédure, c'est dans la procédure qu'on gagne le contentieux fiscal. C'est le b.a.-ba de la fiscalité. Si vous ratez l'autorité destinataire de votre contentieux, vous êtes carrément à gauche et à la poubelle. C'est ça les conséquences. Le directeur général des impôts, je reste sur ce premier point, vous a beaucoup aimé.
qu'en fait, il était même prêt à transiger. Mais c'est vous qui avez utilisé les gros bras. Parce qu'en fait, j'amortis une des relances ou une parole qui a été avancée pour dire que le DG des impôts est assujetti. Oui, c'est vrai. Il est directeur général des impôts. Mais attention, il a une autonomie de gestion de la fiscalité de l'État. Faites attention. Ça veut dire qu'en fait, quand il écrit à une banque, la banque peut ne même pas exécuter l'ordre du ministre des Finances. Faites très attention, il a beau être le ministre des Banques. Faites très attention. C'est pour ça que lorsqu'il a écrit aux banques de bloquer, elles ont bloqué. Pourquoi ils n'ont pas demandé au ministre des Finances si il devait bloquer sur ordre du DGI? Faites attention. C'est pour dire quoi? Deuxième élément. Dites à M. Moubelinga que... Et j'ai remarqué ça dans le traitement de vos affaires. C'est un débat qui m'embarrasse. Parce que ce n'est pas ici que je devrais dire ça, mais je suis obligé puisque moi, je viens ici pour parler et je rentre chez moi. Quand on est un homme puissant et qu'on a des amis puissants, la meilleure façon d'aider mes amis puissants à m'aider, c'est d'observer les textes. Observez la loi. Appliquez la loi. Il sera plus facile pour vous et pour eux surtout de vous aider. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Au lieu de saisir le ministre des Finances, il fallait saisir pour les 13 milliards. Vous avez dit que c'est faux, mais je poursuis. Le petit type qui est là-bas, qui gère les impôts omnisports, pour les 17 milliards, vous gérez avec celui de Kalafatas, vous observez la procédure. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGE, le directeur des grandes entreprises. Si ça ne va pas, vous arrivez au niveau du DGI. Et quand ça ne va pas, vous saisissez donc votre grand ami, qui est aussi l'ami du professeur Massanga, le ministre des Finances, pour lui dire, j'ai terminé la procédure. Voilà le cas. Il allait être très simple pour le ministre de vous aider. Mais maintenant, c'est le troisième point. L'embarras donc, maintenant que l'affaire est posée ainsi. Ça donne l'impression que le monsieur Jean-Pierre Moubelinga ne veut pas payer l'impôt. C'est l'impression. C'est l'impression. Parce qu'en fait, il a été mal conseillé. Il a été mal accompagné dans le dossier. C'est de ça qu'il est question, monsieur Bidjan. Moi, je sors. Pour dire quoi? Pour dire que le ministre des Finances est embarrassé aujourd'hui parce qu'il se retrouve emmêlé dans un faux dossier qui n'est même pas un dossier. Ça aurait été simple de transiger. Pour ceux qui parlent de 30 milliards, vous savez, quand on demande 30 milliards à un groupe d'entreprises, c'est qu'en fait, votre revenu doit être de 900 milliards. Hein. Tout à fait. Faites attention, hein. Faites attention, cela dit, l'aîné comprend ce que je dis, 30 fois plus. Vous comprenez ça? Et si les banques ont bloqué les comptes, j'ai entendu des choses sur ce plateau, c'est qu'en fait, M. Jean-Pierre Moubelinga est solvable. Parce que quand on donne un avis, on délivre un avis à tiers détenteur. Et que vous dites, bloquez-moi les comptes là, parce que le type, il me doit l'argent, vous devez payer. Ils ont bloqué parce qu'en fait, ils se rendent compte que M. Jean-Pierre Moubelinga et le groupe, l'anecdote, sont solvables. Une banque il devait écrire au DGI s'il ne pouvait pas bloquer. Comme vous dites, monsieur, la somme même que vous voulez réclamer chez nous là, les 3 millions, les 30 milliards, nous ne pouvons pas payer. Parce qu'en fait, il n'a même pas l'argent là ici. Vous comprenez? Les banques n'ont jamais réjambé, elles ont bloqué. Et quand le DGI le fait, c'est que lui aussi il est le patron des banques, hein, parce que même les banques payent le fisc, payent les impôts. Vous comprenez? Donc il connaît même ce que chacun, parce qu'ils doivent déclarer les avoirs de tout le monde qui se retrouve là-bas. C'est pour ça qu'il y a la NIF ainsi de suite. Donc c'est les données qui sont connues. Vous comprenez? Ça veut dire qu'avant que M. Mopa Modeste ne délivre un avis à tiers détenteur aux banques, il s'est déjà rassuré que vous avez autant d'argent pour payer. C'est-à-dire que vous êtes capable de payer. Donc c'est une erreur. Payer sans recette. Ah, s'il vous plaît. C'est une erreur qui a été faite. Que les nés Jean-Pierre Moubelinga, si vous voulez ne m'invitez plus jamais. Moi c'est comme ça que je suis. Pourquoi Valérie? Que les nés Jean-Pierre Moubelinga comprennent simplement qu'il doit rentrer vers le DG des impôts. Même si son grand ami c'est lui Paul Motazé, mais qu'ils comprennent que chacun à l'endroit où il a été désigné pour assumer les fonctions de l'État a une valeur, doit travailler. Et on doit toujours tenir compte de ses compétences et beaucoup d'égards envers lui. Merci. Même sur le plan de la morale. Moi j'étais sur le terrain. Je n'admettrai jamais que quelqu'un, je suis ton supérieur, et que quelqu'un vous saute sur un dossier que vous traitez pour venir jouer sur ma compétence afin d'influencer mon collaborateur. Ça ne se fait pas. Merci. C'est mettre politiquement en embarras le ministre des Finances et le foutre dans ce que nous appelons aujourd'hui le grand complot, qui dans ce dossier en fait on ne devrait pas en parler. J'ai entendu des noms d'oiseaux sur le directeur général des impôts, c'est pas parce que je suis à Vision 4 que je pourrais dire du bien pour M. Jean-Pierre Moubelinga que je n'ai jamais vu. Il n'a jamais fait bouillir ma marmite un soir. Mais que ce soit clair. Vous me parlez de fiscalité.
Le Cameroun est sous le coup de la déclaration fiscale. Monsieur Somba, vous le savez. Ça veut dire qu'en fait, tout opérateur économique, c'est lui qui dit à l'État, voici ce que j'ai fait comme chiffre d'affaires et bénéfices. Et en vertu des textes, je pense que je te dois ceci. En matière d'impôts, voilà cela, je te le vire. Désormais, on passe par la banque. L'État a donc une possibilité dans une année R+1, c'est-à-dire l'année d'après. Il revient sur toutes les déclarations que vous avez faites l'année dernière. Il revoit toutes vos déclarations d'impôts. Les mesures en fonction de ces critères ou des éléments qu'il a, c'est-à-dire vos avoirs dans les banques, vos différents contrats et activités, et il peut se rendre compte de deux choses. Vous avez payé exactement l'impôt. Trois choses. Exactement l'impôt, vous n'avez pas de problème. Il ne vous adresse plus la parole. Je parle du fisc. Vous avez payé plus d'impôts qu'il en fallait, eh bien, il peut vous le rembourser ou alors faire la balance sur le prochain impôt. Ça des noms. J'explique la chose simplement pour que notre mère Bayam Salam qui au marché nous comprenne. Mais si vous avez payé moins d'impôts, c'est là où les problèmes commencent. C'est-à-dire que vous deviez lui verser 100 francs. Vous avez déclaré 60 francs. Et il constate qu'il y a 40 francs qui vous a échappé, peut-être de bonne foi ou de mauvaise foi. Il vous dit, je vous réclame les 40 francs. C'est de ça qu'il est question ici. C'est-à-dire que le groupe L'Anecdote a fait des déclarations fiscales et l'État s'est rendu compte que les déclarations fiscales ont été soit minorées, soit alors tout simplement, ils n'ont même pas payé d'impôts. Je n'ai pas dit que vous n'avez pas payé d'impôts. Parce qu'il y a des hypothèses où l'entreprise peut ne pas payer d'impôts. Vous comprenez? C'est-à-dire, on appelle ça la rébellion fiscale. C'est pas le cas. Non, je suis dans la théorie pour que ceux qui nous regardent comprennent. Bien, je voudrais le préciser. Système de déclaration. Le directeur général des impôts est, dans la chaîne administrative, uniquement détenteur du juridiquement correct. C'est-à-dire qu'il applique la loi fiscale en fonction de la loi elle-même, des prescriptions de la loi. C'est-à-dire qu'il réclame l'impôt aux opérateurs économiques sur la base de ce que prévoient les textes. Il s'arrête là. Le ministre des Finances est détenteur de deux pouvoirs. Le juridiquement correct, c'est-à-dire que si le DG des impôts n'a pas appliqué la loi correctement, le ministre des Finances peut rattraper cette défaillance. Mais il a l'exclusivité du politiquement correct. C'est-à-dire que le DG des impôts peut bien appliquer la loi froidement et on se rend compte que vous devez effectivement 30 milliards à payer à l'État. Donc quand vous dites l'État, c'est qui? Au Camerounais, au peuple camerounais, puisque nous construisons les routes avec. Vous comprenez? Et le ministre se rend compte que si on vraiment vous payez ces 30 milliards-là, votre entreprise peut tomber en faillite. Alors, le ministre utilise son politiquement correct, c'est-à-dire le pouvoir d'appréciation politique, pour dire c'est vrai, il doit 30 milliards, mais si on lui réclame ces 30 milliards du fait de la loi, son entreprise va tomber, on aura des Camerounais au chômage, comme ceux qui nous permettent d'être visibles actuellement. Alors le ministre dit, on va essayer de faire un abattement. Vous comprenez? Ça, c'est quand le ministre demande, enfin, le dit. Vous comprenez? Oui. Mais pourquoi le ministre en arrive là? Il faut le savoir, c'est que la procédure fiscale, quand vous regardez la L20, L25 de la loi fiscale, du code fiscal, rendez-vous compte d'une chose, le ministre est le dernier recours pour les opérateurs économiques. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a 3 niveaux de recours. Moins de 50 millions, je crois que vous avez les centres des impôts et tout ça. Et ensuite, plus de 50 millions à 100 millions, vous avez la direction générale des grandes entreprises. Et à plus de 100 millions, l'arbitrage, c'est au niveau du directeur général des impôts lui-même. Jusque-là, le ministre des Finances n'est nulle part. C'est pour répondre à quelqu'un qui disait tout à l'heure qu'il ne savait pas pourquoi le ministre des Finances, comment dire, n'est pas, ses décisions, ses instructions ne sont pas observées. Faites attention, c'est la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vous demande de payer 30 milliards de francs CFA, la première autorité de recours, si c'est à moins de 50 millions de réclamations fiscales, vous avez le chef de centre des impôts. Vous comprenez? Ils ont déjà beaucoup de centres maintenant. Il y en a un à Foulane, il y en a un à machin, Omnisport, ainsi de suite. Vous comprenez? Si c'est à plus de 50 millions, moins de 100 millions, vous avez le directeur général des grandes entreprises, vous lui adressez cette réclamation-là. Si c'est à plus de 100 millions, vous adressez directement au directeur général des impôts. Si au niveau du directeur général des impôts, vous n'avez pas satisfaction, vous pouvez donc saisir, monsieur le ministre, c'est-à-dire après épurement de toute la procédure de base. Vous comprenez? C'est lui donc qui va apprécier. Mais quand vous le faites, faites attention. Il y a 2 éléments. Je crois que l'aîné Somba doit pouvoir s'en souvenir.
vous contestez d'abord l'impôt qui vous est réclamé. C'est-à-dire, si on vous dit 30 milliards, comme dans le cas du groupe L'Anecdote, c'est-à-dire, vous ne savez pas d'où viennent les 30 milliards là. Donc, vous dites, je ne sais pas pourquoi on me demande 30 milliards. Vous contestez d'abord, il y a un premier degré, la conteste, s'il vous plaît. Vous devez d'abord contester la réclamation, la dette fiscale qui vous est opposée par le fisc avant de demander une transaction, c'est-à-dire une négociation. C'est ce qui a été fait, Valère Bossala. Mais si vous réclamez une négociation de la dette, sans contester la dette fiscale, ça veut dire que implicitement, vous reconnaissez d'abord que vous devez les 30 milliards. Mais vous dites seulement, comme je reconnais les 30 milliards, alors je voudrais seulement qu'on négocie comment est-ce que je peux, soit en échéance, soit en abattement.